Nous sommes à très exactement un mois de la Coupe du Monde. Nous sommes sur la preview numéro 18 et le pays du jour, ça sera un pays européen puisque ça sera. Et donc avec cette équipe de Suède, on commence à rentrer dans les grandes nations de foot, même si actuellement la Suède est extrêmement basse au classement FIFA puisqu'elle est 38e au niveau du pays de Galles, de la Russie, de la Serbie également. Et donc c'est quand même assez bas par rapport à un pays puisque là ils sont seulement 7 places au-dessus de leur rang le plus bas historiquement. Leur rang le plus bas qu'ils ont atteint notamment en 2017, en avril 2017. Et donc c'est très compliqué. C'est une nation qui a une place moyenne quand même de 22e et qui a déjà été deuxième au classement FIFA, deuxième donc dans les années 90. Et donc c'est quand même assez compliqué de les voir dans cette position puisque dans les années 90 c'était vraiment au top niveau et depuis ils n'ont pas réussi à remonter dans le top 10 du tout. Et donc c'est forcément une nation qui est un peu sur le déclin même si une génération très prometteuse arrive. Et donc avec tout ça, on peut se poser des questions sur leur évolution historique. Et en fait, leur évolution historique remonte bien avant le classement FIFA, puisque la Suède, même si nous, ça ne coule pas de sens pour nous, ça a été un très très grand pays de football. Ils ont participé notamment à 12 Coupes du Monde. 12 Coupes du Monde, donc la dernière était en 2018. La 2018 où ils avaient atteint les quarts de finale, mais nous reverrons ça tout à l'heure. Et alors les premières c'était donc en 34 et en 38 pour des raisons de YouTube va me bannir. Je ne peux pas montrer ce qui s'est passé en 34 et en 38 au vu des adversaires qui les ont éliminés, des drapeaux que je n'ai pas le droit de montrer. Donc nous allons passer directement à 1950. 1950 au Brésil, où ils sont tombés dans un groupe 3 plutôt relevé, mais où ils ont réussi à s'en sortir avec l'Italie et le Paraguay, l'Inde étant forfait pour les raisons que j'ai expliquées hier. Et donc, ça a été une victoire contre l'Italie et un match nul contre le Paraguay, donc sans plus. Et donc, dans cette poule finale, en revanche, ça a été plus compliqué avec cette défaite 7-1 contre le Brésil, cette défaite 3-2 contre cette défaite 3-2 contre l'Uruguay et cette victoire 3-1 quand même contre l'Espagne franquiste. Là, je pense que le drapeau, j'ai le droit de le montrer, mais ça reste limite. Et donc, c'est quand même assez compliqué. Et donc, oui, cette première Coupe du Monde post-guerre est quand même plutôt une réussite, puisque c'est une 3e place. En 1954, la Suède ne se qualifiera pas. En revanche, en 1958, la Suède parviendra à se qualifier, encore dans un groupe 3. C'était lors de cette Coupe du Monde à domicile. Coupe du Monde où ils ont réussi à battre le Pays de Galles, la Hongrie et le Mexique sans trop de problèmes avant d'atteindre avant d'atteindre tout simplement la finale, en éliminant l'Union soviétique, en éliminant l'Allemagne de l'Ouest et en s'inclinant seulement contre évidemment le Brésil de Pelé, de Zagallo, de Garrincha. Forcément, c'est toujours compliqué quand tu vois des joueurs comme ça dans l'équipe en face. Et donc forcément la Suède n'y survivra pas et derrière subira une dizaine de Coupes du Monde jusqu'en 1970. 1970 au Mexique où ils sont dans un groupe 2 où ils n'arriveront pas à sortir du groupe avec l'Italie et l'Uruguay, avec Israël également où contre ils feront match nul et donc ils se font éliminer à un but de différence seulement. Ça s'est joué vraiment à rien pour eux. S'ils avaient battu seulement d'un but de plus l'Uruguay, ils se seraient qualifiés. Et donc forcément c'est des regrets 1970. Avant la suite en 1974 où ils sont allés quand même au deuxième tour, ils avaient fini d'abord dans un groupe 3 plutôt relevé avec quand même la Bulgarie et l'Uruguay et les Pays-Bas en face. Et avant d'aller dans une deuxième phase, dans un groupe B plutôt difficile avec l'Allemagne de l'Ouest, la Pologne et la Yougoslavie, ce qui les fera finir troisième de ce groupe. Et donc, ils ne se qualifieront pas pour la finale évidemment. 78, c'est pas bien mieux, hein, en Argentine. 78, tout simplement, ils tombent contre l'Espagne, le Brésil et l'Autriche. Ils ne gagnent pas le moindre match. Ils font effectivement un match nul contre le Brésil, mais c'est tout.
Et donc derrière, c'est quand même plutôt compliqué. Pas de Coupe du Monde encore jusqu'en 90. 90 en Italie. 90 où elle tombe dans le groupe C, avec donc le Costa Rica, le Brésil et l'Écosse. On l'a vu pas plus tard que vendredi. Et donc forcément, c'est compliqué. Encore une fois dans ce groupe avec des très bonnes équipes en face, et donc ils finiront encore une fois bon dernier de ce groupe. C'est quand même, ça commence à être compliqué historiquement jusqu'en 94 où là tout change. 94 où ils tombent dans un groupe B plutôt abordable, même s'il était difficile, avec la Russie, le Cameroun et le Brésil. Brésil contre qui ils s'inclinent et ils feront match nul. Russie contre qui ils s'imposeront, et Cameroun contre qui ils feront seulement match nul 2-2. C'était le Brésil de Romario quand même, et de Rai à cette époque-là. Et donc c'est quand même assez encourageant pour cette équipe qui donc ira dans un tableau final plutôt relevé, où ils s'imposeront d'abord contre la Suède, contre l'Arabie Saoudite, pardon, 3-1, avant de s'imposer au tir au but contre la Roumanie et de s'incliner encore une fois contre le Brésil de Romario qui gagnera la finale également. Et ils gagneront le match pour la 3e place contre la Bulgarie. Et donc, depuis, la Suède quand même arrive à chaque Coupe du Monde à faire une bonne performance, puisqu'en 2002, la Suède finit dans un groupe F plutôt compliqué avec l'Angleterre, l'Argentine et le Nigeria, et pourtant arrive à se qualifier, tout en battant notamment le Nigeria, en faisant match nul contre l'Angleterre et l'Argentine, et en se hissant en huitième de finale où ils joueront huitième de finale où ils se feront éliminer à cause du but en or de Camara contre le Sénégal. Et donc on arrive quand même sur des performances quand même plus honorables pour un pays de foot, même si c'est compliqué forcément de se faire éliminer comme ça en huitième de finale sur un but en or. 2006 également, tombent dans un groupe B plutôt relevé, avec plutôt simple en réalité, puisqu'on l'a vu hier d'ailleurs, notamment avec donc le Paraguay, Trinidad et l'Angleterre. Ils arriveront à s'imposer contre Trinidad, mais à faire match nul contre Trinidad et à s'imposer contre le Paraguay et faire match nul contre l'Angleterre. C'était quand même évident de se qualifier pour eux dans ce groupe avant de s'incliner contre l'Allemagne de Klose et Podolski, forcément compliqué encore. Et donc et depuis, il n'y a pas eu de Coupe du Monde jusqu'en 2018 dont on se rappelle beaucoup, notamment dans ce groupe F encore une fois, ce groupe F avec l'Allemagne, la Corée du Sud et le Mexique, ce groupe où l'Allemagne finira dernière. La Suède s'inclinera donc contre l'Allemagne. C'est sa seule défaite sur ce but de Kroos dont on se rappelle tous, ce bijou. Et donc c'est quand même assez compliqué. Il y a par contre cette victoire par exemple contre la Corée du Sud sur penalty. Il y a ce 3-0 contre le Mexique qui leur permet de se qualifier. Et donc, ça aide beaucoup cette équipe de Suède à se professionnaliser, même s'ils ne participent pas en 2022, privés de Coupe du Monde par la Pologne. Il y a quand même un renouveau qui s'impose. Il y a une nouvelle génération qui arrive. 2018, c'était pourtant normalement une transition. Et là, on va voir quand même que récemment, 2025, ça n'a pas été une année glorieuse pour cette équipe de Suède. Équipe de Suède qui a fini, je rappelle, dernière de son groupe d'éliminatoires, qui se qualifie seulement grâce tout simplement à la Ligue des Nations, puisque en réalité ils se sont inclinés contre le Kosovo à 2 reprises, contre la Suisse à 2 reprises, et ils ont fait match nul à 2 reprises contre la Slovénie, ce qui leur aurait pas normalement permis de se qualifier. Et donc ils ont joué également des amicaux où ils s'inclinent contre le Luxembourg, où ils gagnent quand même contre l'Irlande du Nord, où ils gagnent contre la Hongrie et où ils gagnent contre l'Algérie, mais de peu contre l'Algérie. Et donc tout ça, ce n'est pas rassurant. Et pourtant, ils sont au rendez-vous, puisque des barrages, grâce à leur place en Ligue des Nations. Et donc, grâce à cette place en Ligue des Nations, ils arrivent donc à battre d'abord l'Ukraine 3-1 grâce à un triplé de Gyökeres.
Et ils arrivent derrière à jouer la Pologne en finale de barrage dans un match dont on va faire le breakdown tout de suite. Alors l'analyse de ce match va être plutôt courte, il n'y a pas grand chose à dire, à part que donc on voit quand même que ça joue très bien dans les petits espaces là avec cette remise de Gyökeres. Bon, ça mènera un débordement de Gudmundsson sur un centre qui finalement ne servira à rien. Et donc un joueur qui aura été très en vue, c'est notamment Gudmundsson du coup dans ce match là qu'on voit qui repique vers l'axe, qui la met donc sur Ayeri, qui la remet sur Ilanga avec une top finition barre rentrante, magnifique cette action, et une vraie action collective de combinaison qui me rappelle l'action du Barça hier, notamment contre le Real lors de ce Classico sur le but de Ferran Torres. Et donc tout ça c'est quand même assez encourageant, en tout cas offensivement, parce que défensivement il y a quand même des petites errances là, un contrôle beaucoup trop long, c'est pas normal que le ballon se retrouve là sur un contrôle, et derrière le pressing qui marche côté polonais. Et bon, le gardien suédois arrêtera le tir après, mais quand même c'est pas rassurant ça. Et donc et également le premier but polonais, ça sera sur une erreur, ce sera sur une faute de main du gardien suédois, un ballon dévié d'abord par Kallström. Et donc le gardien qui fera une énorme faute de main, clairement la main pas assez ferme, et donc ça entraînera un but de la Pologne. Il faut faire très attention à ce genre de choses, même si le gardien aura été solide tout au long du match. Et par contre, offensivement, il y a vraiment de très bonnes armes. Il y a notamment ces coups de pied arrêtés. On voit quand même l'influence de Graham Potter sur cette sélection. Graham Potter qui est leur sélectionneur depuis peu. Et la Suède de Graham Potter, c'est quand même beaucoup mieux que la Suède avant. Et donc on voit par exemple ici un centre une combinaison bien travaillée et poussée au fond par donc cette équipe suédoise. Et par contre, ça va être très compliqué niveau défense encore. Il y a eu quelques errances dans ce match, notamment là. Alors, ils ont été solides, mais il y a quand même des moments d'absence, notamment sur le deuxième but polonais. Donc, un centre au second poteau. Pourquoi personne ne voit arriver un joueur dans son dos? Pourquoi? Et donc, évidemment, il peut la remettre dans l'axe. Et là, c'est. Et encore une fois, pourquoi tu laisses un joueur face au but seul alors qu'il y a une remise? Là, ça c'est encore une erreur qui ne pardonne pas et qui aurait dû ne pas pardonner sur ce match jusqu'à la 88e en tout cas, avec tout d'abord cette frappe de Bergvall qui sera arrêtée, qui sera repoussée. La frappe normalement est censée rentrer, mais non, poteau. Et derrière Gyökeres qui arrive à passer devant son défenseur et à tirer et à marquer pour qualifier la Suède sur sa seule occasion du match réel, en tout cas pour Gyökeres. Et donc on va voir ça tout de suite de ce qu'ils vaudront leur effectif. Mais déjà, on va passer tranquillement par leur maillot. Et donc on se retrouve avec un maillot domicile de la Suède que personnellement je n'aime pas trop simple en fait, trop basique pour la Suède. C'est un maillot jaune et bleu, il n'y a rien de plus. Pour le coup, Adidas n'a pas fait un gros travail. En revanche, le motif extérieur, j'aime plus. Ça fait vraiment plus nordique, plus identité suédoise pour le coup. Et sur la plupart de ces maillots extérieurs, d'ailleurs, Adidas a fait un énorme travail, mais sur les maillots domicile, ça reste plus compliqué. Et donc, c'est un peu inspiré de la culture, je dirais, années 70, en Suède, notamment avec ABBA, la pop culture suédoise qui était très présente à cette époque-là. Mais bon, on n'est pas là pour parler du maillot, on va être là pour parler de l'effectif. Et donc un effectif déjà qui a beaucoup changé par rapport aux autres nations. Je disais qu'on était dans un autre monde déjà avec l'Écosse. Là, on remonte dans un monde encore. Là, c'est 363,9 millions. Et encore, on ne compte pas Alexander Isak qui rapporterait 100 millions de plus, qui n'a pas été. En fait, là, c'est l'effectif des joueurs qui ont joué en 2026 pour cet effectif. Et donc, on a quand même un effectif vraiment, pour moi, extrêmement complet. Surtout en attaque, c'est une grosse panoplie offensive. On verra sur mes pronos ce que je vais dire par rapport à cette panoplie offensive. Et donc, on a quand même un effectif extrêmement bien valorisé, avec beaucoup de joueurs d'expérience de Première Ligue, donc avec Yacine Ayari qui joue à Brighton. On a Lucas Bergvall qui évolue à Tottenham cette saison. On a Anthony Elanga de Newcastle, Victor Gyökeres évidemment de Arsenal. On a
On a également d'autres joueurs, on a Gudmundsson de Leeds, et donc on a quand même pas mal de joueurs d'expérience de grands championnats. Hein. On a beaucoup de joueurs des 5 grands championnats, il y a Svedberg du Celta. Mais pour moi, la révélation, alors j'hésitais entre deux joueurs. Dans un premier temps, je voulais mettre Lucas Bergvall, mais je vais pencher pour Rooney Bargi, parce que Rooney Bargi, il m'a vraiment beaucoup plu cette saison avec le Barça, même s'il a peu joué. Alors donc il est né au Koweït, c'est original, et donc cette saison avec le Barça il a très peu joué, il a joué seulement 17% des minutes, et pourtant personnellement j'ai beaucoup aimé, dès qu'il rentrait il était percutant, il était impactant, il est seulement à un but, une passe D en championnat, mais pourtant j'ai trouvé quand même très influent dans le jeu du Barça, très important, il est valorisé à l'heure actuelle à 15 millions. Le Barça avait fait une très bonne affaire en le recrutant à seulement 2 millions. Et en fait, c'est ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être sa capacité de percussion, ses très bons dribbles, ses très bons centres. Et donc ça peut vraiment faire la différence pour la Suède qui avec des neufs comme ils ont, se doivent d'avoir des joueurs à côté qui débordent pour pouvoir centrer donc vers les joueurs comme Gyökeres et Alexander Isak. Et la constante, je pense qu'on la connaît déjà. Alors, il y a quand même beaucoup de joueurs d'expérience, mais là, je pense que la question va être simple. Hein. Ce sera évidemment Victor Gyökeres, valorisé à 65 millions. Alors, j'ai hésité avec Anthony Elanga, mais Anthony Elanga trop irrégulier. Pareil pour Alexander Isak, trop souvent blessé. Alors, Gyökeres, certes, cette saison, c'est seulement 14 buts. On s'attendait à beaucoup plus. Le passage en première ligue a fait du mal, mais c'est quand même déjà 19 buts en 32 sélections avec la Suède, et donc parti pour être un des plus grands joueurs de l'histoire suédoise. Donc forcément, ce sera une constante, ce sera le joueur phare de cet effectif, même si il a baissé légèrement en valeur, il est passé de 75 à 70, voire même à 69, et donc forcément voire même à 65, et donc forcément c'est compliqué. Mais ça restera la constante de cet effectif. Cet effectif qui pourtant évolue dans un groupe très très compliqué. Hein. Pour moi, le groupe le plus homogène de cette Coupe du Monde, avec donc le Japon, les Pays-Bas et la Tunisie que l'on a fait jeudi. Et donc, ça va être très compliqué à pronostiquer, puisque la Suède, effectivement, si on parle en vraie valeur, finirait troisième. Mais pourtant, j'ai quand même mes petites réserves concernant cette équipe, qui mise beaucoup sur son talent offensif, et donc contre des équipes qui défendent extrêmement bien comme le Japon, les Pays-Bas et la Tunisie, ça pourrait vraiment leur poser beaucoup de problèmes, sachant que c'est des équipes en plus qui punissent grandement chaque erreur. Hein, donc pour moi, la Suède risque de ne pas se qualifier en phase en tout cas en phase éliminatoire derrière, et donc pour moi en tout cas, la Suède risque de ne pas se qualifier, et donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. La prochaine vidéo, ça sera sur la Côte d'Ivoire donc.